Donc, c'est parti. Donc, je vais faire mon partage d'écran. Et je vais juste vous mettre sur le côté. Donc, comme j'ai dit, si vous avez des questions, vous pouvez me le dire à voix vive parce que je ne vois pas ce qui est dans le chat quand je fais mon partage d'écran et je vais beaucoup partager l'écran pendant la session. Donc, il n'y a pas d'enjeu. Vous pouvez juste activer votre micro et me poser des questions s'il y en a. Donc, bienvenue aujourd'hui à cette session d'information sur le libre accès. Bon, et là, mes diapos ne changent pas. Parfait. Bon, OK. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de... Attends, je vais juste vous mettre en petit parce que je ne vois pas mon écran. Voyons. OK. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de comment déposer vos publications scientifiques dans un dépôt institutionnel. Et je tiens à remercier Adib Boudouara, qui n'est pas ici avec moi aujourd'hui, mais il m'a beaucoup aidé à mettre en place cette présentation. Nous l'avions développée ensemble il y a peut-être une année. Je l'ai peaufinée depuis, mais il a été très aidant. Donc, pourquoi on parle du libre accès? Pourquoi on parle aujourd'hui plus spécifiquement des dépôts dans des dépôts institutionnels de publication en libre accès? Ben, c'est parce que c'est votre responsabilité comme chercheur, comme étudiante, comme personne qui publie des articles scientifiques, de les rendre publics. Donc, aussi, c'est la politique de certaines agences de financement. Donc, on sait que la FARQ nous demande de mettre toutes nos publications en libre accès 12 mois après qu'elles aient été publiées. Et je tiens à attirer votre attention à un changement qui s'en vient bientôt. Donc, au printemps qui s'en vient, ils changent leur consigne. Donc, jusqu'à maintenant, la consigne était, vous aviez 12 mois pour mettre votre publication en libre accès. Maintenant, à partir du mois de mars, ça sera aussitôt que l'article est publié, il faut qu'il soit mis en, si ce n'est pas publié dans une revue libre accès, il faut qu'il soit disponible dans un dépôt institutionnel en libre accès. Donc, ça nous concerne tous et c'est quelque chose que vous allez voir qui est très facile à faire. Donc, changer. Pourquoi c'est important? Quels sont les avantages? Bien, il y en a quand même quelques-uns et ceux-ci sont seulement quelques-uns de ces avantages. Donc, on sait que les articles qui sont publiés en libre accès, ben, ça augmente le nombre de citations de ces articles et aussi de l'utilisation de ce que de l'information qui est publiée dans ces articles. Donc, ça, c'est un avantage. Si vous souhaitez rejoindre le grand public, bon, c'est comme ça que ça doit se faire. Donc, ça apporte un plus grand engagement auprès du grand public parce que tout le monde va avoir accès à vos articles. Je viens de vous parler un tout petit peu des mandats de certaines de FARQ, par exemple. Donc, ça vous permet de respecter ces mandats. Et aussi, ça vous permet une collaboration élargie parce que plus de personnes vont avoir accès à ces articles. Donc, si vous souhaitez avoir plus d'informations, on a une page sur notre site web du CRIR où vous pouvez aller en apprendre un peu plus. Donc, je vous invite à consulter notre site web. Aujourd'hui, je vais vous parler de la démarche, mais si vous voulez savoir un peu plus tout ce que vous pouvez vouloir savoir sur les publications scientifiques en libre accès, je vous invite à regarder l'atelier de Audrey Attia. Donc, elle est une bibliothécaire qui nous a fait une belle présentation il y a un peu plus qu'un an déjà, mais elle parle beaucoup de l'historique, pourquoi c'est important. Donc, l'enregistrement de cet atelier est disponible sur notre site web. Vous avez le lien et je vais vous partager les diapos à la fin de cette session. Donc, vous aurez tous ces liens-là qui feront partie des diapos. Et aussi, plus récemment, Aaron Johnson de Concordia nous a fait une présentation sur la science ouverte, donc plus grande, pas seulement les publications en libre accès, mais
c'est quoi exactement la science ouverte. C'était très intéressant, donc je vous invite aussi à aller regarder l'enregistrement de cette présentation. Donc, maintenant, on sait tous, c'est important de déposer un libre accès, pas seulement important, mais maintenant, il faut le faire. Donc, qu'est-ce qu'il vous faut pour pouvoir le faire? C'est pas difficile. Donc, ici, je vous parle de déposer un article dans un dépôt institutionnel. Ça veut dire que l'article n'a pas été publié d'emblée dans une revue qui est libre accès. Si c'est déjà fait, vous n'avez pas à le refaire, c'est déjà en libre accès. Mais si pour n'importe quelle raison, l'article n'est pas en libre accès parce que la revue comme telle n'est pas en libre accès, vous ne voulez pas payer pour qu'elle soit en libre accès, ceci est une façon de le faire et c'est complètement gratuit. Donc, qu'est-ce qu'il vous faut? Pas beaucoup. Il vous faut votre article. Donc, la plupart du temps, vous pouvez avoir ce qu'on appelle un post-print. Donc, c'est la version de l'article qui a été revue par les pairs et a été acceptée. Mais elle n'a pas eu toute la mise en page de la revue, mais c'est votre document Word que vous allez convertir dans un document PDF. Donc, il vous faut ça et il vous faut la référence ou le DOI de l'article comme tel. Donc, ce sont les deux seules choses qu'il vous faut. Donc, si vous voulez aller dans le passé puis mettre des articles qui ont été publiés depuis quelques années, je sais que des fois, c'est un enjeu d'aller retrouver la version post-print acceptée de l'article, mais maintenant, vous le savez. Donc, dorénavant, dès que votre publication est acceptée, vous pouvez garder cette version-là, la transformer en PDF, la mettre dans un dépôt et ça sera fait. Donc, ce sont les deux seules choses qu'il vous faut. Est-ce qu'il y a des questions avant que je continue? Excuse, je voulais juste comprendre, c'est Diana, bonjour. Oui, bonjour. Le DOI et le post-print, fait qu'il faut avoir déjà le DOI. Je pensais que ça arrivait plus tard, le DOI, une fois qu'on était publié, mais... Mais ça dépend. Donc, c'est vrai que ça peut prendre un peu de temps. Donc, si vous voulez le faire tout de suite, la journée où ça a été accepté, vous envoyez la référence. Donc, soit l'un, soit l'autre. Avec le DOI, c'est un peu plus rapide, mais vous pouvez le faire sans le DOI aussi, en tant que vous aviez la référence. Parce que ce qui est important, c'est que vous voulez que vous puissiez être retrouvé, mais aussi cité comme il faut. Donc, il faut vraiment que l'arrimage soit fait. Donc, c'est ce qu'il vous faut. Donc on peut attendre qu'il soit publié, on a le DOI, puis on fait ça par après. Oui, ben ça dépend. Maintenant, ils nous demandent de le faire aussitôt que possible, mais je pense que oui, un délai d'une semaine ou 2 ou 3, c'est pas la fin du monde. Ça se fait quand même assez rapidement, mais aussitôt que vous avez la référence, vous pouvez le faire. C'est bien? Parfait. Donc, comment savoir si... Ah, oui, Carolina? Est-ce qu'on sait si les contrats qu'on va signer avec les compagnies d'édition, quand on leur donne quand on leur donne notre article, est-ce qu'eux vont changer les contrats? Pour le 12 mois d'embargo, vous voulez dire? Le 12 mois, puis maintenant plus du tout d'embargo. Qu'est-ce qui arrive avec ça? Ben c'est ça dépend de la revue. Alors, moi, ce que j'ai remarqué, parce que je viens de mettre un de mes articles en libre accès dans une revue où j'avais déjà publié il y a quelques années. Donc, dans le temps, et je vais vous montrer comment vérifier c'est quoi l'embargo, mais dans le temps, c'était 12 mois. Et quand j'ai revérifié cette fois-ci, cette période avait été enlevée. Donc, je pense que les revues commencent à s'aligner avec les demandes qu'on nous fait comme chercheurs parce qu'elles n'ont pas vraiment le choix. Donc, en principe, les contrats devraient changer dorénavant. Et peu à peu, vous allez voir que ça va disparaître. Mais je peux pas vous le dire pour chaque revue comme telle, mais en général, c'est ce qu'on voit, c'est que les contrats changent et ce que les revues nous demandent de faire change aussi. Parce que cette nouvelle affaire là, de mars 2023, ça, c'est international? C'est pas juste au Québec, là? Ça s'en vient de plus en plus. Donc,
c'est un mouvement qui est vraiment international. De plus en plus, on voit que les agences de financement nous demandent de ne pas avoir un embargo. Ici, on parle du FRQ parce que beaucoup d'entre vous sont financés par le FRQ ou à divers niveaux. Donc, et le CRA comme tel aussi est financé, fait qu'on s'aligne avec leurs consignes. Mais ce n'est pas seulement le FRQ, c'est clair. Et ce que vous allez voir aussi, c'est que quand vous déposez votre article ou votre preprint dans un dépôt institutionnel, il y a quelqu'un de leur côté qui s'en occupe. Alors, eux aussi vont faire une vérification auprès de l'embargo pour voir s'ils peuvent le mettre tout de suite. Et s'ils peuvent le mettre tout de suite, ils vont le faire. Donc, moi, je peux penser qu'à cette revue, parce que dans le passé, elle avait 12 mois d'embargo, je pense que ça va prendre un autre 12 mois, mais de leur côté, aussitôt qu'ils reçoivent une demande de notre part, ils vont faire la vérification aussi. Fait qu'eux aussi, ils pourront vous dire que non, il n'y a plus d'embargo pour cette revue-là et ils vont la mettre tout de suite. Ils ne vont pas la garder pendant 12 mois ou combien de mois qui restent entre la publication et ce 12 mois. Est-ce que c'est clair? Oui, merci. Dalia? Oui, merci. Donc, si je comprends bien, s'il y a une période d'embargo dans la revue où on a soumis et ça a été accepté, disons qu'on le soumet au dépôt d'accès libre, c'est eux qui vont vérifier qu'il n'y a pas d'embargo? Exact. Et ils vont le garder jusqu'à temps que c'est correct pour le mettre? C'est exactement le cas, c'est ça. D'accord. Fait qu'on ne perd rien à l'envoyer à l'avance. Parfait. Parce que si entre-temps, il y a un changement au niveau de la revue, ils vont pouvoir le mettre plus rapidement. Mais ils s'alignent toujours avec les politiques de chaque publication, de chaque de chaque revue. Merci, oui, de chaque revue, exactement. Parfait, merci. Donc, si vous voulez savoir si une revue, c'est quoi la période d'embargo, s'il y en a, c'est quoi leur politique, ou si vous avez un article qui a été publié, vous voulez savoir avant de la mettre dans un dépôt, si elle est déjà disponible en libre accès, parce que ça se peut qu'un de vos collègues, par exemple, l'ait mis dans un dépôt de leur institut. Donc, vous pouvez toujours aller ici à Unpaywall. Donc, il y aura un lien où vous pouvez cliquer. Donc, moi, de mon côté, je vais juste arrêter mon partage pour vous montrer c'est quoi exactement Unpaywall. Oups, OK, mon partage s'est arrêté, je suis désolée. Donc, ici, vous devriez voir Unpaywall maintenant. Donc, c'est gratuit et c'est ce qu'on appelle un add-on et ça vient avec, ça peut s'ajouter à soit Chrome ou Firefox. Donc, vous cliquez ici, vous l'ajoutez. Moi, je l'ai déjà depuis des mois. Et ce que ça vous permet de faire, c'est de voir si la revue ou l'article est en libre accès. Donc, par exemple, ici, moi, j'ai juste fait une requête sur Google Scholar. Cet article ici m'intéresse. Donc, je clique dessus. Et comme on est en temps réel, c'est lent. Mais vous allez voir assez. Donc, ici, vous allez voir le petit cadenas est vert et déverrouillé. Ça veut dire que c'est disponible en libre accès. Mais si je vais ici, donc à la revue comme telle, et je clique sur le PDF, ils vont me demander de payer. C'est pas ça qu'on veut. On veut aller sur le petit cadenas vert. En cliquant sur le petit cadenas vert, ça va vous envoyer vers la version qui est gratuite. Dans ce cas-ci, c'est justement un post-print qui s'ouvre à l'instant. Donc, vous pouvez accéder. Donc, vous voyez, ce n'est pas la version de la revue comme telle, mais c'est la version qui a été acceptée. Donc, ça, c'est une façon. Ça fonctionne. Ici, j'ai utilisé Google Scholar, mais ça fonctionne aussi avec PubMed, par exemple. Donc, si je m'intéresse à celui-ci, par exemple, vous allez voir le petit cadenas est vert. Je peux y accéder. Et pour vous donner un exemple d'un qui n'est pas disponible,
pardon, dans la mauvaise fenêtre. Donc, un exemple de un qui n'est pas disponible. Ici. Donc, vous voyez maintenant, le cadenas est plus vert, c'est gris et il est verrouillé. Ça veut dire qu'il n'y a pas de version qui est disponible en libre accès. Donc, si vous rentrez, vous cherchez votre article et vous voyez que le cadenas est gris, ça veut dire qu'il n'y a personne qui l'a mis en libre accès. Donc, il faudra le faire. Et je vois que Carolina a levé la main. Oui, juste curieuse. Est-ce que ça arrive que les revues, parce que moi, la plupart, je n'ai pas fait la démarche, mais des fois, j'y trouve là, en ligne les PDF des articles, versions publiées, etc. Est-ce que ça arrive que les revues eux-mêmes les rendent en libre accès après X nombre d'années? Oui, oui. Donc, on voit que certains, après 4-5 ans, des fois, ils les rendent en libre accès. Certaines non. Donc, moi, je cherchais un article l'autre jour de 1997 et il n'était pas en libre accès. Donc, ça dépend de la revue. Il y en a qui sont plus portés à le faire que d'autres. Donc, ça va dépendre vraiment de la revue. Donc, c'est vraiment à nous de le faire. Comme ça, c'est clair que ça va être disponible dès qu'on peut le faire d'une façon légale. OK. Fait que c'est pour nous, pour vérifier là, que ce qu'on retrouve en ligne, je pense qu'il ne faut pas qu'on soit sur le VPN de l'université où on a accès à tout. Exact. Général, pas sur le VPN. Non, c'est ça. Non, tout à fait. Sinon, on va se retrouver avec tout ce qui est payé par l'université. Oui, OK. Donc, ce qu'on ne veut pas. Donc, je vais repartager. Pardon, j'ai plein de choses ouvertes. Donc là, désolée, ça recommence au début, je suis désolée. Donc ça, c'est on paywall. Donc, dans les diapos, vous allez voir petit cadenas gris, pas en libre accès, cadenas vert, en libre accès. Mais rappelez-vous de cliquer sur le cadenas comme tel. Sinon, vous n'aurez pas toujours accès à la version libre accès. Donc, maintenant, l'autre question qu'on me pose souvent, c'est comment est-ce que je sais si la revue nous permet de mettre quelque chose en libre accès? Est-ce qu'il y a un embargo? Des fois, ça peut aussi nous aider à décider si on va soumettre à une revue versus l'autre revue. Peut-être les deux revues vous conviennent très bien, mais une a une politique libre accès que vous préférez. Bon, vous choisirez peut-être celle-là. Donc, je vais arrêter encore mon partage pour vous montrer exactement comment Sherpa Romeo fonctionne. Donc, c'est le site où vous allez voir pour en apprendre plus sur les revues comme telles. Oui, Dalia, pendant que j'ouvre la fenêtre. Merci, je l'ai peut-être manqué, mais comment on fait donc si on veut vérifier et ne pas être sur le VPN? Parce que moi, j'ai l'impression que je le suis comme automatiquement parce que c'est ce que je fais d'habitude. Donc, comment on l'enlève? C'est une bonne question. Pas aller sur Pulse Secure. OK, je vais regarder. Donc, quand je suis sur l'article. Non, avant de commencer, non? Avant de commencer, OK. En tout cas, tu as une application Pulse Secure sur ton ordi là, où tu te branches sur le VPN avec ta deuxième authentification. Ouais, je comprends. OK. Fait que tu ne veux pas aller sur ça, là, tu vas juste régulier. D'accord. Merci. Merci. Parce que je pense que ce n'est pas toujours pareil pour toutes les universités aussi. Donc, maintenant, donc ici, vous voyez Sherpa Romeo. Et c'est ici que vous pouvez aller vérifier si la revue vous permet de publier en libre accès ou pas, ou quels sont les formats. Donc, je vais vous donner un exemple d'une revue où j'ai publié récemment. Oups, il faudra peut-être que je l'écrive comme il faut. Pardon. Mentorx. Donc ici, ce que vous allez voir, c'est
qu'est-ce qui est permis. Donc, si vous voulez rendre la version publiée en libre accès, il va falloir payer, il va falloir le faire à travers la revue. C'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est voir qu'est-ce qu'on peut faire avec la version acceptée ou le post-print, comme nous l'avons appelé. Donc, ici, si on veut, pardon, je vais juste laisser rentrer. Si on veut savoir comment on peut faire pour quelqu'un vient rentrer, quels sont les droits que nous avons pour la version acceptée, si on regarde Accepted Version. Et ici, on voit, je vais juste cliquer comme ça, No Embargo. Donc, il y a quelques mois, quand je suis allée voir, c'était encore écrit 12 mois. Maintenant, ils ont changé leur politique. On n'a plus d'embargo. Et on a ici quelques conditions, must acknowledge published source. Et ça, c'est toujours fait à travers le dépôt. Donc, les personnes qui travaillent à l'université, ils vont être certains que ces conditions vont être établies et suivies. Donc, vous pouvez aller regarder pour n'importe quelle revue, quelles sont les conditions. Quelques-unes seront peut-être de 12 mois, mais en général, on voit plus de revues qui n'ont pas une voie avec une accepted version. Ils sont tous conscients de les politiques qui sont là. Donc, au pire, vous auriez une période d'embargo, mais il y a toujours une manière d'avoir une version acceptée qui peut être déposée dans un dépôt institutionnel. Donc, est-ce qu'il y a des questions maintenant pour Sherpa Romeo ou pour les revues comme telles? C'est clair? Et c'est ici justement que les personnes qui s'occupent des dépôts institutionnels, c'est là qu'ils vont vérifier c'est quoi les règles pour chaque article à partir de chaque revue. D'accord, donc je vais juste revenir à mes diapos. Je vais commencer par revenir. Okay. Donc, maintenant on est prêt, on sait, nous avons notre version PDF du post-print de la version qui a été acceptée. Nous avons aussi soit la référence et le DOI. On est prêt à partir, bien, comment qu'on le fait? Donc, ici, vous avez les liens pour les 4 universités qui sont affiliées au CRIR. Chaque université aura son propre dépôt. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. En autant que ça soit dans un dépôt, c'est ce qu'il faut. Puis, en plus, c'est mieux qu'elle soit seulement dans un dépôt. Donc, si votre collègue l'a mis à l'Université Concordia ou n'importe où à travers le monde, vous n'avez pas à le remettre à l'U2M, ça vous apporte rien. En effet, c'est l'inverse. C'est mieux de l'avoir une seule fois, comme ça sera repérable de façon facile. Donc, je vois que la plupart d'entre vous, sinon pas tous, vous êtes de l'Université de Montréal aujourd'hui. Donc, je vais faire la démonstration pour l'Université de Montréal, mais je vais aussi faire une petite démonstration pour McGill parce que c'est tellement facile et rapide à faire. Et aussi parce que j'ai accès à ces 2 universités-là. Pour Concordia, pour l'UQAM, nous avons les informations, mais je ne peux pas vous faire une démonstration parce que je n'ai malheureusement pas accès à ces universités, mais au moins, vous aurez une idée. Donc, pour l'Université de Montréal, juste un instant, je vais me mettre au bon endroit. OK. Donc, vous allez sur Papyrus. Donc, c'est le nom du dépôt institutionnel. Le lien est dans les diapos. Et pour ceux qui viennent se joindre à nous, je vais mettre une copie des diapos dans le chat à la fin. Comme ça, vous aurez tous ces liens et toutes les explications aussi que vous pouvez garder avec vous. Donc, la première chose à faire quand vous vous rendez à Papyrus, c'est de vous connecter. Donc, moi, je suis ici déjà connectée. Et vous allez ici à Soumission.
Ça m'a demandé de me reconnecter. Donc, je me connecte. Je suis maintenant ici à soumission et je vais le remettre en français. Mais comme vous voyez, vous pouvez le faire en français ou en anglais. J'ai choisi le français pour l'instant. Vous cliquez ici sur « Initier une nouvelle soumission ». Et je vous dis d'emblée que c'est un peu plus long à l'Université de Montréal qu'à McGill. Leurs systèmes sont un peu différents. Ceci étant dit, ce n'est pas difficile de le faire à l'Université McGill. Pardon, ce n'est pas difficile de le faire à l'Université de Montréal non plus, mais c'est juste un petit peu plus long. Donc, des fois, ce que j'ai entendu, c'est que si on a 2-3 auteurs, co-auteurs qui sont soit à l'Université de Montréal ou à l'Université McGill, des fois, ils choisissent juste de le faire le dépôt à l'Université McGill parce que c'est plus rapide. Mais c'est pas pour dire que l'Université de Montréal est très, très difficile. Donc, la première chose que vous faites, vous sélectionnez votre collection. Donc, par exemple, si vous êtes étudiant à la faculté de médecine en école de réadaptation, on a un dépôt directement juste pour vous. Mais si c'est une publication, par exemple, aussi à la faculté de médecine, mais c'est juste des travaux et des publications, vous choisissez celle-ci. Donc, en effet, vous allez regarder, vous trouvez votre département et vous le choisissez. Moi, je vais juste choisir faculté de médecine, travaux et publications comme exemple. Cliquez sur « Suivant ». Puis ensuite, vous sélectionnez quel type de publication. Donc, ici, je vous parle beaucoup d'articles parce que c'est ce que nous publions le plus souvent, mais vous pouvez aussi mettre une revue, un acte de congrès, des chapitres de livres, des livres en entier, tout ce que vous voulez. On parle beaucoup d'articles parce que c'est ce qui est obligé, ce qu'on nous oblige à mettre en libre accès, mais c'est pas une mauvaise politique de mettre des chapitres de livres, des actes de congrès, comme vous voulez. Donc, pour aujourd'hui, je vais sélectionner l'article, sélectionner la faculté, comme on est en, je ne sais pas, faculté de médecine, neurosciences, pardon, je cherche la réadapte. Ah, elle est là. Donc, école de réadaptation, mais vous choisissez la vôtre. S'il y a des notes, vous pouvez les mettre ici, ce n'est pas obligé. Et ce sont des notes qui ne seront pas diffusées publiquement. Donc, si par exemple, vous avez des questions au niveau de est-ce qu'il y a un embargo, vous pouvez toujours demander ou l'écrire ici, mais c'est pas obligé. Donc, vous cliquez sur Suivant. Et bon, là, quelle version allez-vous déposer? Version originale de l'auteur, version acceptée, c'est ce que nous faisons le plus souvent. La version originale de l'auteur n'a pas été, c'est vraiment la preprint, donc elle n'a pas été soumise à une révision de pair. Donc, des fois, dans le temps, c'était souvent cette version-là qui vous demandait de mettre, mais maintenant, si pas toute, la grande majorité des revues vous laisse mettre la version acceptée. Très, très, très rarement, on peut mettre la version publiée. Donc, en général, c'est la version acceptée ici. Donc, ici, c'est où vous mettez la référence ou le DOI, ou vous pouvez mettre les deux, si vous les avez. Si vous avez des données de recherche que vous pouvez ajouter, vous les mettez ici. C'est rare. Si vous avez des notes pour le public, vous pouvez les mettre ici. Je vois que Carolina a levé la main. Juste une question. Souvent, là, les premiers chiffres qu'on reçoit là, pour la référence, c'est toujours le chiffre 1 à 10, 1 à 12. T'sais, on n'a pas les pages. Au début, là, on ne reçoit pas les pages 97 à 108. On va toujours avoir comme 1 à 12 pendant très longtemps. Fait qu'on met ça dans le nombre de pages. OK. Oui, exact. Vous mettez ce que vous avez. Et ça va être changé ultérieurement une fois que c'est réellement publié. Y a-t-il quelqu'un qui modifie ça plus tard ou on est supposé y retourner? Comment ça se passe, ça? Je ne suis pas certaine s'ils vont le faire de façon automatique. Mais d'habitude, ce que nous faisons,
quand je cite un article, parce que ce que vous allez voir aussi, c'est que la pagination ne sera pas sur le PDF non plus. Vous aurez page 1 à 12, par exemple. Vous n'aurez pas page 57 à 70 ou quoi que ce soit. Donc, ce que je fais toujours quand j'ai seulement accès à cette version, c'est que je vais juste aller rechercher dans PubMed ou dans Google Scholar, quoi que ce soit, c'est quoi la vraie la vraie référence. Si elle est pas, si je vois que ça ne s'aligne pas, je vais juste aller vérifier comme ça. Je pense que oui, en général, le changement devrait se faire directement dans le dépôt. Mais comme ils ont de plus en plus d'articles à rentrer, ça se peut que ça ne se fasse pas. Mais comme vous avez un DOI, le DOI sera toujours à jour. Donc, c'est comme ça d'habitude qu'on garde l'historique. Je ne sais pas si ça répond à la question. Même si les pages ne sont pas à jour, par exemple, dans l'information qui est ici, aussitôt que la personne va cliquer sur le DOI, ils vont avoir la vraie référence. Et le DOI sera là. Ça, c'est quelque chose qu'ils vont toujours mettre aussitôt qu'ils l'ont. Donc, si, comme par exemple, Dalia nous a demandé au début, si on a seulement la référence et pas le DOI, ou peut-être c'est Diana qui m'a demandé, je ne sais pas, mais quelqu'un m'a demandé au début, si on a seulement la référence et pas le DOI, qu'est-ce qui arrive? On envoie quand même la référence et aussitôt que le DOI sera disponible, ils vont le mettre. Donc, on aura toujours un lien vers la publication, vers la revue comme telle. C'est clair? Donc, je vais continuer. Donc, c'est ça. Là, je pense pas que ça va me laisser continuer, mais on va rentrer toutes ces informations-là. Mais c'est ça, ça me demande la référence. Mais une fois que c'est fait, vous arrivez à juste mettre... je vais juste sauvegarder et quitter. La prochaine version que vous verrez, la prochaine fenêtre que vous verrez, c'est une liste que vous acceptez les conditions, vous cliquez que oui, vous envoyez la requête et vous aurez un suivi de la part des bibliothécaires à Papyrus que ça a été fait, ou s'il manque quoi que ce soit, ils ou elles vont faire un suivi avec vous pour qu'ils aient toute l'information qu'ils auraient besoin. Donc, ça prend quelques minutes. C'est pas long. Aussitôt qu'on a les documents qu'il nous faut, c'est pas long comme processus. Oui, Carolina? Excuse, j'ai trop de questions peut-être. Non, non, vas-y. Fait que là, vu qu'on le rentre sur le site web, eux ce qu'on rentre là, ne sera pas transféré sur notre document Word qui va être rendu accessible. Si je comprends bien, sur le document Word qu'on va télécharger, on doit inscrire la référence au complète, on doit l'ajouter à la première page avec le DOI pour que quand quelqu'un télécharge ça, il va avoir la référence complète. Est-ce que j'ai bien compris? Ou c'est vraiment juste ce qu'on a soumis avec notre page titre, that's it? Ben, non, donc, si vous voulez, comme c'est votre version, vous pouvez toujours mettre le DOI si vous l'avez, la référence complète. Si vous l'avez, vous pouvez l'ajouter au document PDF. Mais, donc, c'est vrai, s'ils vont seulement télécharger, s'ils ne prendront pas en note, il va falloir qu'ils refassent la démarche, mais ça sera toujours dans le dépôt. Donc, si vous l'avez trouvé, par exemple, dans Google Scholar, dans PubMed, ou si vous allez directement dans le dépôt, ça qui se fait très rarement, mais c'est possible, vous pouvez aller rechercher à Papyrus un article, vous allez avoir la référence, mais ça ne sera pas dans le fichier PDF. Donc, ça sera sur le site web. Donc, comme vous avez vu, quand j'ai fait la requête dans Google Scholar et j'ai cherché un article, toute la référence était quand même dans Google Scholar. Elle était aussi dans PubMed quand je l'ai fait. Mais quand j'ai cliqué sur le petit cadenas vert et j'ai eu accès au PDF, ou peut-être un document Word dans leur cas, là, l'information n'était pas là. Mais je vais juste arrêter.
Juste pour être clair, moi, Oui, ma oui, oui. question, Non, c'est je vais te montrer. pour le document Word que je soumets, que je télécharge. Est-ce Donc, que je dans ton vais juste document, télécharger ce que j'ai soumis direct ou il faut que je rajoute de l'information sur ma page titre? J'ai compris qu'il fallait que je rajoute quelque chose sur la page titre. si tu veux que cette information-là, que la référence complète soit dans ton document, il faut que tu la rentres. OK. Mais si, comme par exemple ici, moi, c'est cet article-là qui m'intéresse. Par exemple, si je vais dans Site, ben, la référence complète est là. Mais si je clique, là, j'ai cliqué dessus, là, ça va m'amener à la page de la revue comme telle. Bon, la référence encore, le DOI est là, tout est là parce que c'est la page de la revue. Mais aussitôt que je clique, mais j'ai pas accès. Donc, vous avez vu, ben, pour ceux qui n'étaient pas ici, si je clique ici, ça va me demander de payer, ce que je veux pas faire. Mais si je clique sur le petit cadenas vert, là, ça m'amène à la version qui a été soumise dans leur dépôt. Dans ce cas-ci, c'est quelque part au Royaume-Uni. Donc, j'ai accès au Accepted Manuscript, dans la version qui a été acceptée. Mais là, vous voyez, la référence n'est pas là parce que la personne ne l'a pas ajoutée comme telle. Mais la référence était dans chaque étape avant où je l'ai retrouvée. Donc, en principe, si aujourd'hui je télécharge ce document et je l'utilise parce que c'est intéressant pour moi et je veux la citer, ben c'est pas ici, mais je peux toujours aller faire la requête pour ce titre et aller retrouver la référence. Donc, c'est comme ça se fait. Mais la personne, comme Carolina l'a dit, aussi pourrait avoir ajouté en quelque part au début à la fin la référence comme telle ou le DOI, par exemple, si elle le voulait. Mais ça ne sera pas au dépôt que ça sera fait. Ils ne vont pas toucher à votre document que vous avez envoyé. Ils vont seulement mettre la référence en dehors de ce document. Donc, ça sera repérable, mais pas dans le document comme tel. J'espère que ça répond à ta question, Carolina. Oui, merci beaucoup. Fait que j'en comprends qu'on a le choix, mais c'est probablement mieux de mettre la référence dans notre document. Oui, c'est pas une mauvaise idée, on ne perd rien à le faire, mais c'est toujours repérable. C'est pas comme elle est, parce que l'article comme tel existe toujours dans sa forme publiée aussi. Donc, la personne peut toujours aller repérer la référence ou le DOI à partir de la revue. C'est juste qu'ils ne pourront pas accéder à l'article comme tel. Donc, c'est là qui est l'enjeu. Mais la référence, le DOI seront toujours là et accessibles à tous. Donc, je viens de faire la petite démonstration pour l'Université de Montréal. Ici, pour McGill, je vais juste prendre 2 secondes. Je n'irai même pas au site parce que ça ne vaut pas la peine. Parce qu'on a 2 options à McGill. Et l'option que j'appelle ici l'option 1, selon moi, est vraiment la plus facile. C'est qu'on prend notre version acceptée, notre PDF, la référence, on met ça dans un courriel, on l'envoie ici à escholarship.library@mcgill.ca et il s'occupe de tout. Donc, on n'a pas de formulaire. Je veux dire, si vous voulez absolument, il y a une option avec un formulaire. Je ne sais pas si quelqu'un l'utilise. Moi, j'ai toujours utilisé le lien courriel, l'option courriel. C'est super, super facile. En autant qu'on ait la référence, le DOI ou les deux, et l'article comme tel, la version post-print, ils s'occupent de tout de leur côté. Ils vont vérifier l'embargo, ce qui se fait à toutes les universités. Mais moi, à chaque fois que je l'ai fait, 2-3 jours plus tard, j'ai reçu un courrier me disant c'est fait, c'est déposé. Merci beaucoup. Donc, c'est vraiment une option qui est très, très facile. C'est pour ça que des fois, si on a le choix entre
quelques universités et McGill, les personnes choisissent McGill parce que c'est tellement facile et rapide. Mais vous avez vu, même à l'U2M, c'était pas difficile comme processus. Donc, ici, vous avez les liens aussi pour l'Université Concordia. Donc, on ne voit plus ton écran. Ah, vous ne le voyez pas? Non. Je suis désolée. Merci de m'avoir dit. Petite question. Tu sais, des fois, quand un article est accepté, après ça, ils nous reviennent parfois avec des corrections par exemple, à des références ou il y a des erreurs, il y a quelque chose. Si on a uploadé une version et qu'il y a une modification, on peut la modifier? Oui. Alors, vous refaites la demande et il y avait une petite boîte, il y avait des commentaires. Vous pouvez dire j'ai fait une correction. Si vous voulez remplacer cette version, ne pas utiliser l'ancienne version, utiliser celle-là. Et dans toutes les universités aussi, il y a toujours une adresse courriel aussi où vous pouvez écrire à quelqu'un qui travaille à ce dépôt. Donc, vous pouvez avoir un suivi avec une personne. Mais la première, à l'U2M, la façon dont je le ferais, ça serait de déposer à nouveau avec le commentaire. Parce que aussitôt qu'ils vont essayer de le remettre, ils vont voir il y a déjà quelque chose qui est là. Donc, ils ne vont pas le remettre 2 fois. Ils vont juste le mettre à jour. Et s'il y a un enjeu, je suis certaine qu'ils vont vous contacter. Merci. Merci. Donc là, je repartage. Désolée. Donc, ici, à McGill, juste pour, comme je ne partageais pas mon écran, vous avez ici l'adresse courriel où vous pouvez envoyer votre document et votre citation, votre référence. Ou si vous tenez absolument à remplir un formulaire, ils ont l'option aussi formulaire. Donc ici, oui, Concordia. Donc, vous avez ici l'adresse. Malheureusement, je ne peux pas faire de démonstration parce que je n'ai pas d'accès à Concordia. Donc, mais en parlant avec quelqu'un qui l'a fait, c'est semblable à l'Université de Montréal. Vous remplissez le formulaire. C'est toujours la même chose. Il vous faut l'article et la référence. Ici, vous avez les liens, comment faire. À l'UQAM, même idée. Donc, ici aussi, je n'ai pas accès à l'UQAM, donc je ne peux pas vous faire une démonstration, mais les liens sont là. Donc, je vais vous faire un partage à la fin pour que vous ayez les diapos avec tous les liens qu'il vous faudra pour déposer à l'une de ces 4 universités. Sinon, si vous déposez ailleurs, ben, vous regardez Libre Accès à l'université ou Open Access, le nom de l'université, vous allez trouver très, très rapidement leur dépôt institutionnel. C'est très, très facile à trouver d'habitude. Donc, ça termine ma présentation, mais si vous avez des questions, gênez-vous pas, je suis là pour ça. Et entre-temps, je vais arrêter mon partage et je vais mettre le document dans le chat. Donc, je crois que vous avez posé vos questions pendant la présentation. Je ne vois pas de main levée. Non, pas de questions? C'était vraiment très clair. Merci beaucoup pour la belle présentation. Moi, j'ai trouvé ça très, très éclairant, là. Je pense que aussi le fait d'avoir les diapos, ça va nous aider de savoir quelles choses installer et suivre les étapes, là. Mais tout à c'était fait très clair pour moi. Merci beaucoup. Merci, ça fait plaisir. J'essaie juste de les mettre en... Nancy, j'ai une petite question. Oui, vas-y. Je ne sais pas si tu sais ou pas, mais disons qu'on le met en libre accès dans le dépôt. Donc, on peut utiliser, par exemple, cette version-là ou le lien vers la version, je ne sais pas, pour, par exemple, quand on enseigne des formations ou un cours à l'université,
pour les étudiants. Est-ce que, si je comprends bien, c'est en libre accès, donc on peut le rendre disponible? Oui, donc, vous parlez de si vous n'êtes pas auteur, si vous n'êtes pas l'auteur du... Non, je suis auteur. OK, je suis auteur et ce n'était pas un article, disons, en libre accès. Si on le rend dans le dépôt, est-ce qu'on peut le mettre accès? Oui, OK, d'accord. En effet, en principe, tous les articles que vous publiez devraient être disponibles. Je sais que ça prend beaucoup de temps de le faire, de retourner dans le temps et de le refaire, mais tu donnes un très bon exemple de quand ça mérite la peine. C'est vraiment si on veut l'utiliser pour un cours, mais oui, il sera disponible. Tous vos étudiants et tout le monde, tout le grand public à travers le monde y aura accès. Donc, on peut retourner dans nos articles anciens. OK. Oui, tout à fait. On vous invite à le faire, on vous le recommande. Je sais que ça prend du temps, fait qu'on se concentre, surtout que on est nouvelle année, nouveau plan de développement, donc on recommence à zéro, fait que c'est le temps de le faire à partir de maintenant. Vous devriez le faire pour tous vos articles que vous publiez, que ce soit vous, vos étudiants, etc. Vous pouvez demander à votre étudiant de le faire. Mais vous pouvez toujours revenir dans le temps et mettre n'importe quel article qui a été publié en libre accès après le fait, il n'y a pas de problème. Carolina? Sur le sujet que Dalia vient d'apporter, moi, j'avais compris, puis peut-être là, il faudrait que je retourne, mais dans les contrats qu'on signe quand on publie, il me semble que j'ai compris qu'on avait le droit d'utiliser le PDF pour nos cours, qu'en général, on signe ça dans le contrat. Donc, on peut rendre le PDF final, qu'on l'ait déposé dans Papyrus ou non. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai en tête, c'est ce que j'ai compris, donc c'est ce que j'ai toujours fait, là. Si je me suis trompée, ça fait quelques années que je me trompe. Je ne suis pas certaine comme c'est pour toi, pour ton cours, pour ton usage, parce qu'il y a comme un fair use, comme on l'appelle, qu'on peut utiliser nos articles. C'est ça qui nous permettent de le faire. Mais c'est ça, mais je ne sais pas si tu as un cours de 400, 500 personnes. Je ne sais pas, comme on ne perd jamais rien de le mettre en libre accès de toute façon, parce que c'est clair que si tu l'utilises dans ton cours, tes étudiants en auront accès, mais personne d'autre. Sinon, libre accès, c'est ton document Word, ce n'est pas la version qui est montée. C'est quand même moins intéressant de donner ton document Word à tes étudiants, là. Oui, c'est vrai que c'est toujours mieux. C'est plus intéressant que tout le monde puisse l'avoir dans la version qui est toute formatée et très belle et tout, mais toutes les informations sont déjà dans la version acceptée. Et si on veut prendre le temps, parce que le document que je vous avais montré, il avait encore Table 1 here, Table 2 here dans le document. Mais si tu prends 5 minutes puis tu remets ton tableau, tu peux faire tu peux pas utiliser la version qu'ils ont formatée, mais tu peux reformater un peu la tienne pour qu'elle soit plus facile à lire. Donc, je sais que quand toutes les figures, les tableaux sont à la fin du document, comme une ou deux quand on le dépose, ça fait que c'est plus difficile à lire. Il n'y a rien qui nous empêche de le remettre de façon qui est plus facile à lire, mais on ne peut pas utiliser la version qu'eux, ils ont formatée. En tout cas, je pense qu'il faudrait qu'on relise les contrats pour ce qu'on a droit pour nos cours, là, parce que... C'est très, très possible. Ouais. C'est possible. Mais c'est vrai que c'est toujours mieux de l'avoir accès. Tu peux partager ta version avec tes étudiants dans ton cours, ta version publiée, mais pour le reste du monde, c'est toujours mieux de l'avoir. C'est deux choses différentes. Oui, exact. Donc, je regarde l'heure, il est -5. Donc, s'il n'y a pas de questions, on peut terminer ici. Si vous avez des questions, mon adresse courriel est sur le diapo aussi. Donc, vous pouvez toujours me contacter. On a des informations sur le site web. Donc, je vous invite très, très fortement. Maintenant que vous voyez que c'est pas difficile, ça ne prend pas très, très longtemps. C'est une bonne habitude dorénavant de toujours le faire au fur et à mesure que nous avons nos publications acceptées. C'est bien, merci beaucoup. Bye bye, merci.